Alors j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie et il faut de l'enthousiasme. Mais effectivement, on donne. Il faut faire attention à ne pas s'épuiser, donc il faut avoir des portes de sortie, des passions pour pouvoir, j'ai envie de dire, regagner cette énergie qu'on donne. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être des promenades, ça peut être des moments familiaux. Moi j'ai 3 enfants, effectivement. Alors ce qui me donne de l'énergie, mais me demande de l'énergie aussi, bien entendu. Mais ce rapport aux autres, c'est pour moi vraiment vecteur de don d'énergie. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Alexandra. Bonjour Nelly. Vous avez un parcours aux trajectoires multiples, d'abord en audit interne chez France Télécom, puis en banque d'affaires chez Deutsche Bank. Puis dans le conseil chez Bain, avant d'être directrice des opérations, puis directrice adjointe de la banque de détail au sein d'HSBC France. Et enfin, directrice stratégie, technologie et opérations chez Sodexo, que vous avez quitté récemment. Vous êtes également membre de conseil d'administration chez Dexia et Vinci Autoroute. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et pour commencer, j'aurais aimé connaître votre vision du pouvoir. Vaste question. Le pouvoir, c'est la capacité à pouvoir mettre en œuvre des décisions, avoir un impact tangible. C'est comme ça que je définirais le pouvoir. Vous êtes venu de l'audit, de la stratégie, donc je disais chez France Télécom puis en conseil, et vous avez beaucoup évolué vers les opérations. Pourquoi les opérations ? Pourquoi cette évolution-là ? Effectivement, j'ai au départ un parcours relativement analytique. C'est plutôt assez intellectuel. Ça permet de déterminer et d'identifier les sujets, les problèmes et d'identifier les leviers à mettre en œuvre. Donc, c'est toute cette phase de diagnostic. Et puis, à un moment, pour créer de la valeur, réellement, il faut pouvoir être, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. Et c'est là que basculer au niveau des opérations, c'est pouvoir être en mesure d'agir sur les différents leviers de création de valeur, les différentes fonctions, qu'elles soient, j'ai envie de dire, opérationnelles, de la production, de la création de produits, la distribution de ces produits et services, avec effectivement sur les 15 dernières années, contribution de sujets autour de la technologie, autour de l'innovation, pour renforcer la valeur de ces produits et de ces services. Là où je vous rejoins par rapport à ce que vous avez dit, c'est que le pouvoir, c'est la mise en action. Et en fait, la mise en action, elle se fait au niveau des opérations. C'est très bête, mais parce que c'est là où on est plus proche du client, c'est là où les choses bougent. Enfin non, les commerciaux sont plus proches du client, mais je veux dire, c'est là où on répond aux attentes du client. Donc, je trouve ça intéressant comme mouvement. Votre premier poste, il était au niveau des directions des opérations. Comment ça s'est passé, cette prise de poste ? Alors, mes premiers postes en entreprise étaient à la direction de la stratégie. Donc là aussi, ça reste relativement analytique. Mais c'est une forme de pouvoir aussi parce que c'est déterminer la vision. Et avant d'avoir les opérations et de mettre en œuvre, il faut savoir dans quelle direction on va. Donc je suis rentrée plutôt par la stratégie, à chaque fois, d'ailleurs, tant chez HSBC que chez Sodexo. Ça permet de faire le diagnostic et après, de passer à la mise en œuvre. Et là, c'est, j'ai envie de dire, les opérations au sens large parce que ça reste du multifonctionnel. Comment on fait quand on a été autant dans la stratégie et que ça vous plaît, je pense, et dans l'analyse, pour lâcher prise dans la mise en œuvre ? Je m'explique. Parce que quand on a tout défini, vu les points, etc., on a tendance à savoir, entre guillemets, comment on fait ou à se dire, il faut faire comme ça. Sauf que l'appropriation, ça passe quand même par la co-construction, par une mise en œuvre qui peut être différente. Donc, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, exactement de cette manière-là. Passer de la stratégie à quelque chose qui est plus concret, c'est un travail d'équipe. C'est un travail très collaboratif et c'est une prise avec le réel. Lorsqu'on est en stratégie, on voit la vision, la droite ligne, et puis on est confronté à la réalité. Rien ne se passe jamais comme prévu. Il peut y avoir des contraintes très concrètes, très tangibles, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir vivre et mettre en place une stratégie sous contrainte. Et ça se fait évidemment jamais seul, ça se fait avec des équipes. Donc cette bascule, j'ai envie de dire, près du terrain, plus concrète, c'est quelque chose qui est absolument enthousiasmant. D'autant plus que
on est confronté aussi à des expertises de personnes, les vrais sachants. Le multifonctionnel, passé au niveau des opérations, on est avec des personnes qui ont des profils totalement différents et qui ont des compétences et des connaissances qui se complètent les unes les autres, et pouvoir animer ce collectif, c'est passionnant. Comment ça s'est passé pour vous pour faire ça? C'est-à-dire comment, la première fois que vous avez vraiment dû animer ce collectif, mettre en œuvre, comment ça s'est passé pour vous? De l'écoute, beaucoup. J'ai envie de dire, tout commence d'abord par un travail d'écoute. Donc, parler avec les gens, les écouter, mais avoir une écoute active pour les comprendre, et puis nouer un collectif. Voilà. Ça veut dire quoi, nouer un collectif? Nouer un collectif, c'est-à-dire de casser les silos. J'aime pas travailler en silo, surtout lorsqu'on est à la direction de multifonctions. Il peut y avoir une tentation de chacun de travailler dans sa ligne de nage. La valeur va être créée lorsque chacun met ses compétences à contribution les uns avec les autres. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est dans un monde de multi-expertise. On ne peut plus avoir cette culture du héros où il y a des personnes qui savent tout. Non, on connaît des éléments. Une personne va être en pointe sur de la technologie, une autre en pointe sur l'innovation, une autre en pointe sur du marketing. Et la création de valeur, c'est de mettre à contribution l'ensemble de ces expertises pour qu'elles se complètent les unes les autres, et j'ai envie de dire qu'il y ait une forme de porosité entre ces différentes expertises pour créer un tout. Vous êtes passé de la banque d'affaires à Sodexo. Je ne sais même pas dans quel secteur est Sodexo. L'industrie, la Non, c'est restauration? des services aussi. C'est du des service. services. Okay. J'ai un fil conducteur plutôt service. Donc service, par contre, c'est pas du tout les mêmes profils, les mêmes chaînes de production. Enfin, ça n'a rien à voir. Comment ça s'est passé, ce changement culturel? Alors c'est très intéressant parce que effectivement, il y a un changement culturel très fort entre une industrie bancaire qui est très analytique. Et puis Sodexo, donc de la restauration collective principale comme activité principale, qui est très proche du terrain, qui est ce que j'appelle un thermomètre sociétal, parce que très très proche du terrain et de différents secteurs d'activité, que ce soit des entreprises, des hôpitaux, des universités. Et ce passage, j'ai envie de dire, il s'est fait au final assez facilement, parce que les problématiques de ces deux entreprises, HSBC ou Sodexo, sont les mêmes. Il y a des problématiques de croissance, des problématiques de rentabilité, des problématiques de faire des transformations digitales sur un métier comme de la banque, mais aussi sur un métier comme de la restauration collective, puisque pour toucher le consommateur final, on doit investir dans de la technologie pour construire des apps via lesquelles on va pouvoir communiquer, j'ai envie de dire, avec le consommateur final. Donc, si on prend un petit peu de recul par rapport au métier de ces deux entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, mais qu'on se concentre sur les problématiques auxquelles elles doivent faire face, eh bien, il y a des points de similitude. Ça veut dire quoi pour vous être directrice? Vous êtes toujours vue directrice quand vous avez démarré? Ah, pas du tout. Non, c'est venu comme ça. Okay. Et je pense que directrice, c'est donner la direction. C'est vrai. Et donc, c'est justement au sein d'un collectif, travailler à la cohésion de l'équipe, donner la direction et embarquer l'ensemble de l'équipe pour créer de la valeur dans cette direction. C'est comme ça que je le définirais. À quel moment vous vous êtes dit, en fait, je vais être directrice? Je me suis pas dit ça. Okay. Je l'ai été et j'ai envie de dire, c'est venu comme ça. Alors, vous l'avez été après le conseil. Mais bien que dans le conseil, vous aviez déjà un poste assez élevé qui faisait de l'ordre de la direction. Comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui est venu vous chercher? C'est vous qui avez postulé? Non. Alors, je reprends déjà chez Bain. Oui, effectivement, à partir d'un moment où on a des équipes, lorsqu'on est manager, principal ou partner, c'est un poste de direction parce qu'on dirige, on donne la direction et on embarque les équipes. Ça se fait assez naturellement. Et après, lorsque j'ai été chez HSBC ou chez Sodexo, oui, j'ai été chassée. Par exemple, lorsque j'ai rejoint HSBC, pour un poste de direction de la stratégie. Et là encore, c'était pour diriger une équipe. Donc, c'était relativement similaire à l'expérience que j'avais pu avoir chez Bain. Et puis après, j'ai basculé dans les opérations. J'ai envie de dire que c'est la bascule dans les opérations qui a été la plus marquante. Donc, non pas le fait de passer de directrice, mais de passer d'une direction
relativement fonctionnel que je maîtrisais très bien, la stratégie, à la direction des opérations d'une banque de détail qui couvre des fonctions nouvelles, très variées, plus opérationnelles, beaucoup en matière de gestion des risques et gestion des grands projets, des back-office, des sujets informatiques. Donc, ces différentes dimensions-là, avec des expertises qui n'étaient pas les miennes, mais à animer et à donner une direction à des personnes qui maîtrisent mieux leurs propres fonctions, mais pour créer un tout et pour créer de la valeur, c'est cette partie-là qui a été, je pense, plus marquante pour moi. Comment vous l'avez abordé alors du coup ? En écoutant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'écoute parce que cette connaissance, les sachants, les personnes qui me reportent, qui font partie de l'équipe, sont des meilleurs sachants et des meilleurs experts que moi-même. Donc ça passe par énormément d'écoute, une prise de recul pour pouvoir, par rapport à cette connaissance nouvelle, remettre en perspective et redonner la direction. Quand on est venu vous chercher, vous avez dit oui tout de suite ? Oui. Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé sur ce poste qui était pourtant très différent ? Le fait de créer, d'être aux prises avec la réalité. Vous êtes resté longtemps dans les entreprises dans lesquelles vous êtes resté, que ce soit HSBC ou Sodexo, avec plusieurs parcours, plusieurs postes. Comment sont accompagnées les transformations ? Parce que ce soit HSBC France, qui je crois qui a tout revendu et est en train de tout revendre en ce moment, donc je ne sais pas s'il reste quelque chose de HSBC France aujourd'hui. En tout cas, très peu, j'imagine. Et puis, après Sodexo, qui a quand même vécu beaucoup de transformations. Donc, vous êtes dans des entreprises qui sont beaucoup transformées et vous êtes resté longtemps dans ces entreprises. Comment vous réussissez à garder l'engagement sur le long terme d'équipes comme ça qui se transforment autant ? Alors justement, la transformation, c'est gage d'engagement, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. On est dans un monde qui évolue très vite, donc on est obligé de se transformer. Et ça crée de l'excitation de pouvoir embarquer justement les équipes pour dire il faut changer nos manières de faire, il faut changer nos manières de travailler pour continuer de créer de la valeur dans un monde qui change, qui va plus vite, parce que la technologie, typiquement, accélère un certain nombre de tendances. Mais c'est très excitant parce que ça ouvre des portes, des perspectives qu'on ne pouvait pas traiter il y a de ça quelques dizaines d'années. Je vais prendre des exemples. Lorsqu'on travaille sur des algorithmes prédictifs, on est beaucoup plus puissant, on est beaucoup plus précis. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut faire avec notamment de la donnée. Toutes les entreprises dans tous les secteurs travaillent sur ces sujets de données. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, parce qu'il y a de l'IA générative, mais l'IA, c'est de la donnée et ça existe depuis déjà plus de 50 ans. Et donc, ça permet d'être plus fin. Lorsque on donne cette perspective, cette raison d'être à l'ensemble des équipes, ça crée de l'excitation et ça crée effectivement une adhésion. Ça peut aussi créer de la peur. Alors oui, ça crée de l'excitation, mais là, en plus, avec l'IA particulièrement aujourd'hui, il y a des métiers qui vont plus être aussi pertinents, qui vont disparaître. Le digital a créé ça depuis des années, donc ça peut aussi créer de la peur. Alors ça peut créer de la peur, et c'est justement le rôle du dirigeant de pouvoir tourner, identifier les zones peut-être anxiogène, voir le côté positif pour embarquer les équipes et surmonter cette peur. Il va y avoir des choses qui vont évoluer, il va y avoir des postes qui vont être supprimés ou des typologies de postes qui vont être supprimés, mais il va y en avoir d'autres qui vont être créés. Et donc, comment continuer à prendre ces équipes, les engager, les former aussi sur différents métiers pour ne pas perdre de vue la vision, la direction et embarquer le collectif pour viser cette création de valeur. Et être directeur, c'est être enthousiaste. Et directrice aussi. Et directrice aussi. Je vous embête. Ok, quand on embarque comme ça, surtout sur le long terme, on donne beaucoup. On donne beaucoup de soi, on pense beaucoup on donne de l'énergie, on porte des transformations, on parle de porter des transformations. Comment ça se passe pour vous, ça, de donner autant d'énergie et de porter autant d'énergie ? Alors, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie et il faut de l'enthousiasme. Mais effectivement, on donne. Il faut faire attention à ne pas s'épuiser, donc il faut avoir des portes de sortie, des passions pour pouvoir, j'ai envie de dire, regagner cette énergie qu'on donne. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être des promenades, ça peut être des moments familiaux. Moi, j'ai 3 enfants, effectivement. Alors, ce qui me donne de l'énergie, mais me demande de l'énergie aussi, bien entendu. Mais ce rapport aux autres,
C'est pour moi vraiment vecteur de don d'énergie. C'est marrant parce qu'on parle souvent de l'équilibre vie pro-perso, comme quoi il fallait réorganiser sa vie pro pour avoir du temps pour sa vie perso, ce qui est vrai. Mais là, la façon dont vous venez de le dire, c'est finalement parce que vous avez une vie perso que vous êtes professionnellement énergique. C'est intéressant de le voir aussi comme ça, de dire finalement c'est le bon équilibre entre les deux qui donne la bonne énergie au travail aussi, quoi. Oui, j'en suis persuadée parce qu'il faut garder la mesure et la prise de recul. J'ai envie de dire, dans une vie personnelle et dans une vie professionnelle. Donc le fait de pouvoir mener les deux en parallèle sans dramatiser un environnement ou un autre, ça permet, j'ai envie de dire, d'être équilibré. Donc je recommande d'avoir une vie personnelle et une vie professionnelle. On n'en sera que meilleur dans ces deux vies lorsqu'on mène les deux de front. C'est intéressant parce que je trouve qu'on aborde beaucoup le sujet vie pro, vie perso depuis qu'on dit que les femmes doivent être dans le monde du travail, alors qu'en vrai, moi je constate, et c'est un peu dans ce que vous me dites, que finalement les hommes pourraient être plus performants s'ils étaient plus impliqués dans la famille. Je suis pas très sympa, mais il y a un côté, non, je taquine évidemment pour mes auditeurs et auditrices, mais je veux dire, j'ai toujours vu cette notion d'équilibre pour que les gens aient une vie, pour que les femmes puissent travailler, sauf que beaucoup de femmes me disent justement, moi je suis hyper efficace, parce que je rentre, parce que j'ai un sas de décompression. J'ai même eu une invitée, c'était Caroline Roussel, qui disait, en fait, quand je me perds et que je sais plus où j'en suis, je sors, je vais dîner avec mes enfants, et en fait, ça me permet de revenir dans le pro, en fait. Je vois que ça vous parle. Absolument, absolument. C'est les sas de décompression, c'est la prise de recul nécessaire pour garder la tête froide. Et lorsqu'on est directrice ou directeur, à un moment ou un autre, on est confronté à des problématiques, il faut garder la tête froide pour ne pas perdre de vue l'objectif. Oui, en effet, mais ce qui est intéressant dans votre discours et que je trouve qu'on n'aborde pas comme ça, c'est pour ça que je l'aime bien ce discours, c'est de dire, en fait, plutôt que l'entreprise fasse en sorte qu'il y ait du temps pro, du temps perso, en fait, elle devrait recruter ou mettre en avant le fait que les gens aient une vie perso comme quelque chose de positif, que ce soit pour les évolutions, que ce soit pour gérer son temps, que ce soit pour prendre du recul, etc. Parce que je suis d'accord avec vous, vous avez raison en fait. Plus on a une vie perso épanouie, plus on peut prendre du recul sur les choses. Et beaucoup d'employeurs d'ailleurs regardent ça. Typiquement, les hobbies, les passions, ça permet de voir si la personne a des échappatoires. Et donc c'est toujours intéressant. Vous regardez ça quand vous recrutez ? Moi j'aime bien. J'avais une invitée aussi qui m'avait dit ça, elle regarde tout le temps, c'était Nadège Jonderka qui me disait moi je veux remplir ça. Alors c'est marrant, moi je l'ai jamais mis sur mon CV, mais c'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire ça, que vous regardez pour être sûr que la personne a autre chose dans sa vie, c'est ça ? Oui. Ok. Très bien. Vous avez été d'abord directrice, on l'a dit, dans le conseil. Bon, c'était pas directrice, c'était principale, mais on a dit que c'était la même chose. De consultant. Donc le consultant, c'est un profil spécifique. En plus, chez Bain, c'est un profil grande école, qui viennent relativement tous des mêmes écoles. Donc, on a l'habitude de manager des personnes qui pensent un peu toutes pareilles. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que mon choc culturel a été lorsque je suis passée à la direction des opérations dans la banque de détail d'HSBC France. Ah bah oui, parce que là, vous aviez plus des personnes qui pensaient toutes pareilles. Non, exactement. Et c'est là qu'on avait des profils, j'avais des profils totalement différents, des experts des risques, des experts du réseau, des experts de l'informatique. Donc des profils qui avaient des formations totalement différentes, des âges différents, des parcours passés totalement différents. Et c'est là que, j'ai envie de dire, j'étais plus sur un fil conducteur relativement linéaire, mais dans l'apprentissage d'un autre type de management, j'ai envie de dire du réel management. J'ai envie de vous taquiner un peu parce qu'on m'avait parlé de l'écoute. Et je suis d'accord avec vous, il faut de l'écoute. Maintenant, quand on vient du conseil avec des gens qui sont tous pareils, qu'on a l'habitude, en plus, les cabinets de conseil comme Bain et autres, c'est qui donnent des conseils qui sont écoutés. Enfin, on a quand même une stratégie qui a un niveau où on est écouté, avec une certaine autorité. Comment on passe à ce côté d'écoute active, de prise du recul, qui est beaucoup plus dans l'humilité, en fait, finalement? Comment ça s'est passé pour vous de changer, finalement, cette forme de communication ou ce rapport à l'autre? Dans le conseil, on doit être dans l'écoute. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc, et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que typiquement dans le conseil, on arrive en mission auprès d'un client, on ne connaît pas la problématique. Donc par définition, il faut être dans l'écoute active. Premier élément. Deuxième élément, au niveau des opérations, je pense que
le fait d'avoir une famille aide beaucoup. Et là aussi, je refais un parallèle avec la vie perso. Lorsqu'on a des enfants en bas âge, ils vous écoutent pas tout le temps. C'est vrai. Donc, comment arriver à convaincre, comment arriver à engager une équipe, c'est un petit peu comme une famille. Parfois, il y a des ressorts. Faut lâcher prise sur certains côtés pour ne pas transiger sur d'autres, savoir choisir ses batailles et puis toujours continuer à être dans le dialogue. C'est marrant parce que c'est de mettre en avant les avantages de la parentalité ou les compétences de la parentalité vis-à-vis du management. Vous n'êtes pas la première à en parler. Et c'est vrai qu'en effet, on va pas comparer les personnes aux enfants quand même. On va pas aller jusque-là. Mais en termes d'aptitude d'écoute, c'est vrai qu'il y a un besoin justement de changer ce rapport-là. Le rapport aux enfants aussi a beaucoup changé. On n'est plus dans la même parentalité qu'il y a 20 ans non plus. C'est l'écoute, c'est la priorisation, c'est l'embarquement, c'est le maintien du dialogue. C'est vraiment pour toutes ces compétences qui sont en fait des compétences de vie sociale. On est dans des cellules sociales. C'est vrai. Mais parfois, ça peut être étouffant, à l'inverse. Oui. Quand les gens sont là depuis... Très souvent, moi, je vois en management, on me dit, oui, il est là depuis 20 ans, il est là depuis 30 ans. Ça veut en général dire, il n'est plus prêt à changer. À peu près comme ça qu'on le traduit. Ça peut être, d'où les enjeux dans des environnements en transformation perpétuelle, d'engager et de peut-être certains collaborateurs les mettre en situation de déséquilibre instable pour les forcer à évoluer. Alors par rapport à votre question tout à l'heure, ça peut être pour ce type de profil relativement anxiogène. Oui. D'où le nécessaire accompagnement. Et là encore, ça repasse toujours par du dialogue. Ça marche. Vous êtes passé, vous avez dit, le plus grand changement, c'est de Bain à HSBC. Après, HSBC, c'est quand même une banque d'affaires. Même si c'est HSBC France, elle reste quand même un peu différente des autres banques d'affaires, des autres banques qu'on a en France. Donc, Sodexo, il y a tout niveau, puisque Sodexo, je sais pas, s'ils vont jusqu'à l'employé de la personne qui fait la cantine, ça va vraiment jusque la cantinière ou le cantinier, jusqu'à la direction, du coup. Donc, on est vraiment à un autre niveau de profession, plus ouvrier. Dans les opérations, j'imagine que vous aviez tout type de profil. Alors, oui, mais comme j'étais dans un siège, mes interlocuteurs directs étaient d'autres directeurs. Oui, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour être proche du terrain ? En allant sur le terrain, visite de site, absolument. Ok. Pour échanger avec les gens, c'est quelque chose que vous faisiez partout en France, j'imagine, un petit peu ou dans le monde. Dans le monde, ah oui, c'est vrai que Sodexo, c'est le monde, pardon. Sodexo, c'est dans le monde. Et effectivement, c'est plus de 430 000 employés dans le monde, avec les plus gros marchés qui sont États-Unis. Mais typiquement, moi, j'ai des très bons souvenirs de visites de sites au Brésil, qui est un pays dans lequel on a une grosse activité, ou en Inde. Donc là, on est confronté à des problématiques qui sont totalement différentes. On ne parle pas la même langue. On est dans des univers typiquement manufacturing au Brésil, donc dans une usine. Et c'est très intéressant d'aller sur site, de voir aussi comment la réglementation locale peut être différente d'un pays à un autre. Donc là encore, c'est en allant sur le terrain qu'on peut se rendre compte de la réalité des choses. En fait, quand on arrive à un certain niveau comme le vôtre, alors je ne sais pas combien vous aviez de personnes à manager en dessous, du coup, énormément, c'était monde. Oui. Ça se comptait en milliers, j'imagine. Alors, moi, dans mon périmètre direct, après, voilà, il y a une... Non, mais si on reprend, du coup, de votre périmètre direct jusqu'en bas, ça se compte en milliers si c'était monde. Oui, mais je peux pas vous dire le nombre exact. Non, mais il y a pas de souci. Après, dans votre périmètre direct, j'imagine que vous aviez juste un directeur opération par pays, c'est ça ? J'en avais un par pays, puis après, j'avais des fonctionnels. Ok, c'est par pays, c'était pas par continent, du coup, quand même. Pardon, par région. Par région, et ensuite, c'est en dessous, c'était par pays, après voilà, fonctionnel, etc. Et on redescend. Moi, la question que je me pose, c'est quand on arrive à ce niveau-là, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que je le vois dans les entreprises, il y a tout un côté de visite d'usine, le chef arrive ou la chef arrive, donc on organise toute la visite, c'est quand même hyper préparé ce genre de visite, ça prend beaucoup de temps pour les personnes. Et il y a une visite qui se fait en général très très rapidement, qui est orchestrée par les personnes qui l'organisent chez vous en termes de com. Donc finalement, votre travail, il se mélange entre aller voir le terrain et ces visites-là, et puis évidemment travailler avec le COMEX, etc. Comment ça s'agence en fait, ça ? Alors, je faisais attention lorsque j'allais faire des visites de site à ce que ce ne soit pas le grand événement. Donc ne pas y aller avec 15 personnes, mais y aller avec
j'ai envie de dire mon alter ego dans la région, et puis des personnes vraiment très terrain, en disant je veux voir la réalité. Donc je veux pas voir le site le plus brillant, je veux voir toute une typologie de sites. Un qui est plutôt en avance de phase, un qui a des difficultés, un qui a, je sais pas, un autre niveau de difficulté, parce qu'il peut y avoir plusieurs typologies de contraintes. Donc pour voir la réalité. Et y aller relativement solo pour justement ne pas être biaisé par toute une cour qui vient voir un site. Voilà. J'aime cette image de la cour parce que c'est vrai que c'est souvent ça. Oui. Et c'est ceux qu'il faut s'efforcer d'éviter. Donc vous y allez juste en binôme avec, peut-être en trinôme avec le directeur région, le directeur du site, et après le directeur du pays, pardon, et après le directeur du site, j'imagine. Oui, exactement. Et donc du coup, vous restiez quoi, une semaine, 3 jours? Vous restiez un petit moment? Non, pour un site, ça peut se voir en une demi-journée. Oui, mais par exemple, si vous allez au Brésil et que vous voulez voir plusieurs sites. Oui, là, dans ce cas-là, oui, lorsque je partais en région, je restais une semaine. Oui, c'est ça, parce que si vous voulez prendre le temps de voir tous les sites, vu la taille du Brésil. Et on voit pas tous les sites, oui, hein. Non, mais... une sélection. Mais oui, en général, les visites ou les déplacements en région, dans un pays, c'est à minima une semaine, parce que ça permet de voir des sites, de voir les collaborateurs, de travailler sur des problématiques liées au pays. Et donc oui, c'est à minima une semaine. À ce niveau-là, c'est intéressant parce que vous êtes donc à la fois directrice à donner la direction, puisque vous êtes membre du COMEX, et donc vous donnez la direction qui est choisie par le COMEX, et en même temps, vous êtes tributrice de tous les directeurs, directrices régions, puis surtout des pays, parce que c'est eux qui sont face au concret de la réalité de leur terrain. Du coup, ils ont leur vision du monde. Alors, je ne sais pas si vous étiez qu'un COMEX français, il y avait d'autres personnes, il y avait des personnes étrangères dans le COMEX. Bien sûr. Non, mais c'est important. Il y a certaines entreprises françaises qui ne font des COMEX que français et qui demandent dans les pays est-ce que tout le monde parle français. Oui, alors que nous, la langue de travail, c'est l'anglais. Et les plus gros marchés sont... Enfin, le plus gros marché, le marché américain. Et du coup, à ce niveau-là, il y a une ambivalence parce que c'est à la fois, vous êtes la direction à donner la direction et vous êtes au service d'eux pour que les pays réussissent. Exactement. Comment ça se passe, du coup, cette jonction entre les deux postures ? C'est là que tout le sujet du dialogue et d'embarquer les équipes joue à plein. C'est-à-dire que, oui, on peut donner une direction, mais il faut embarquer les équipes et il y a le principe de réalité. D'où ce dialogue permanent, même pour donner la direction et définir une stratégie, ça se fait pas en chambre, en haut d'une tour. Il faut évidemment solliciter les différents marchés, leur propre situation, leurs propres enjeux. C'est presque de la co-construction. Maintenant, il faut trancher et c'est la responsabilité de la direction, directrice ou directeur, à un moment ou à un autre, de trancher, de choisir. Et donc choisir, c'est renoncer. À un moment, il va falloir arbitrer sur certaines initiatives plutôt que d'autres, sous réserve que ce soit celle qui crée le plus de valeur pour la globalité de l'entité. Quand on parle d'arbitrage, on parle de sous, bien sûr. On parle de budget, je veux dire. On peut, oui, bien sûr. Non, parce qu'il y a d'arbitrer sur les décisions et les projets, mais il y a aussi une question de budget. Quand on s'occupe de direction monde, comment on décide d'allouer un budget ou un autre à telle région ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez renforcer sur une région ou pas sur une autre ? En fonction de son potentiel de création de valeur. Je vous pose la question parce que j'avais une des personnes qui était directrice France d'un groupe qui avait 3-4 pays, donc c'était beaucoup moins, mais du coup, les budgets étaient alloués en fonction des performances. C'est-à-dire plus les pays étaient performants, plus ils avaient les budgets. Donc elle me dit, au début, on était les plus pauvres, et puis à la fin, comme j'ai remonté, on était les plus riches, et du coup, on nous allouait toujours les budgets. Ce qui est une façon de voir les choses, c'est un critère parmi tant d'autres. Je ne sais pas si c'est le meilleur, je ne sais pas si c'est le plus pertinent. Non, mais c'est très intéressant. C'est très méritocratique. C'est ça, donc c'est très méritocratique, vous êtes d'accord. Donc plus les gens réussissent, plus en général, on leur donne des décisions ou la possibilité de... Alors, les décisions d'allocation de budget sont très variables d'une entreprise à l'autre, d'un département à l'autre. Et j'ai envie de dire, c'est pas toujours... Enfin, les critères d'allocation sont pas toujours très évidents ou très... Est-ce qu'ils sont réfléchis ? Oui, automatiquement. Mais il y a aussi le poids du passé, très souvent, qui pèse. Il y a une reconduite de budget. Le fameux poids du passé, c'est sûr, qui fait un changement. Le jour où on le change, ça perturbe toute la culture. Alors, vous étiez directrice, donc stratégie quand même, opération, mais aussi technologie. La technologie, c'est une appréhension différente dans le monde, dans différents pays. C'est une appréhension différente en France aussi. Comment est-ce que vous avez déployé ces technologies ou cette appréhension à la technologie et à l'innovation quand vous étiez chez Sodexo ? Alors là aussi, ça passe par de l'acculturation.
Alors c'est un long chemin. J'ai envie de dire Sodexo est au début encore. Et j'ai envie de dire il faut faire la preuve. Ça commence par faire la preuve. Donc commencer par une expérimentation, en démontrer la valeur. Et après, plus difficile, la mise à l'échelle. Bah oui. Et donc, c'est ce chemin qui doit être parcouru. Et on en est... Sodexo est encore au début de ce chemin. Quand vous racontez votre parcours, il a l'air assez facile. Alors, je mets des guillemets parce que les auditeuristes ne me voient pas. J'ai l'impression que vous avez fait un parcours et puis on est venu vous chercher. Et puis, pour Sodexo, j'imagine qu'on est venu vous chercher aussi. Non, vous m'avez pas dit. C'est moi qui... ça a été l'histoire d'une rencontre pour Sodexo. D'accord, ok. Voilà. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a proposé le poste. Voilà, exactement. Ok. Donc, du coup, il y a quelque chose d'assez facile comme ça, entre guillemets. Je remets des guillemets pour le facile. Quels obstacles vous avez un peu vus au feu de vos parcours si vous en avez jamais eu? Alors, il y en a automatiquement. Le fait de changer de secteur, vous l'évoquiez tout à l'heure, ça nécessite de se remettre dans un schéma d'humilité et de découverte, parce que rentrer dans une société à un niveau de direction, lorsque les autres membres de la société connaissent la société, le secteur mieux que vous, ça nécessite cette humilité et puis une force d'apprentissage, parce que c'est de l'apprentissage. Donc voilà, ça c'est un premier élément. L'autre élément qui n'est pas facile, entre guillemets, au-delà des secteurs, ce sont les différences de culture d'entreprise. Et là encore, il faut comprendre quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les éléments non dits, non écrits, mais qui sous-tendent le fonctionnement du corps social de l'entreprise. Ça, c'est jamais écrit, c'est quelque chose qui doit se ressentir, se comprendre, s'appréhender pour ne pas se tromper dans la manière de gérer le collectif. Mais comment vous le comprenez alors? C'est là aussi observation. Et c'est pas inné, hein, mais les 3 premiers mois de l'entreprise, et puis j'ai envie de dire c'est un travail constant, hein, toujours être en éveil, avoir des capteurs pour sentir comment fonctionne l'entreprise. Donc c'est beaucoup de dialogue. C'est une posture intéressante que j'aime bien. Maintenant, il y en a qui diraient j'arrive, donc je crée aussi de la nouveauté. C'est un changement de direction, c'est aussi une nouvelle ère, entre guillemets. Surtout quand la personne vient de l'extérieur. On sait bien que les gens ne sont pas nommés sans raison. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est juste que quand on prend quelqu'un d'un certain secteur ou on donne un message à l'entreprise. Oui. Donc à la fois, vous êtes dans l'écoute et l'observation, mais en même temps, vous arrivez en portant quelque chose. Justement, cette nouveauté, la possibilité de pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de recul, puisque n'étant pas déjà dans l'entreprise, donc il y a ce phénomène où on doit apprendre, mais on doit effectivement apporter une connaissance, un regard neuf, une connaissance typiquement de problématiques qu'on a pu gérer dans un autre contexte, dans un autre secteur. On parlait de technologie. Certains secteurs sont plus matures que d'autres. Donc typiquement, apporter une compétence technologique découverte dans un univers bancaire, dans un secteur pour lequel la technologie est moins dans l'ADN, et c'est normal parce que c'est un métier qui est très concret, là, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau de mon passé à un présent. Et c'est en général cette capacité à challenger constructivement et apporter un regard neuf qui attire les entreprises lorsqu'on recrute de l'extérieur. Oui, ça, en ce qui attire les entreprises, oui. Mais par contre, la question que je me pose, c'est vis-à-vis des personnes que vous allez manager quand vous prenez le poste, qui eux qui sont à l'intérieur. Alors, HSBC, c'est un peu différent parce qu'il y a plein de gens de différents secteurs, mais même les gens, ils connaissent le métier, etc. Ils vous voient arriver. Comment vous construisez votre légitimité? Est-ce que vous êtes toujours senti légitime en prenant les postes? Et puis, comment vous l'avez construit, cette légitimité? Alors, il faut assez rapidement avoir de l'impact. Ça veut dire quoi? Typiquement, dans les deux, que ce soit chez HSBC ou chez Sodexo, j'ai eu assez rapidement des plans stratégiques à faire. Et donc, voilà, assez rapidement, ça, je parle en moi, la légitimité, elle s'est inscrite de cette manière. Et puis après, par ricochet, j'ai eu d'autres postes avec d'autres réalisations. Et il faut se dire à chaque fois, qu'est-ce que je veux créer? What good looks like? Qu'est-ce qui va démontrer que j'apporte de la valeur? Et ça, j'ai envie de dire, à toute prise de poste, il faut se projeter en se disant,
qu'est-ce que je veux avoir délivré au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout d'un an, et travailler sur cet objectif. Moi, c'est la manière que j'ai de travailler, et ça me permet d'avoir mes guides qui permettent, sur lesquels je vais communiquer, et lorsque je le délivre, ça inscrit cette légitimité. C'est de la méthode. Oui, j'allais dire, vous êtes très méthode en fait. C'est très très méthode. Et donc ça inscrit cette légitimité. Qu'est-ce qui vous a permis d'observer qu'elle était inscrite ? Qu'est-ce qui sont les éléments qui vous fait dire l'adhésion des équipes. Okay. Pour moi, c'est absolument clé. Lorsque vous avez vos équipes qui sont derrière et qui poussent, pour moi, c'est gage de légitimité, de reconnaissance. Ce qui m'intéresse du coup, c'est un peu le lâcher prise de tout ça. Je m'explique. Parce que vous arrivez avec un plan stratégique à porter qui, en plus, je pense, doit être relativement important. Et vous avez toute une méthode qui vous permet de visualiser à 3 mois, etc. Sauf que, comme vous dites, il faut embarquer les équipes. Et théoriquement, au fur et à mesure où on embarque les équipes, on lâche un peu, alors pas le cadre, toujours, mais sa méthode, entre guillemets, qui devient prise en main par les équipes. Comment ça se passe pour vous, ce processus, sur 1 an ou sur plusieurs années ? Qu'est-ce qui fait qu'on lâche ou peut-être que vous lâchez jamais ? Alors, je dis pas qu'on lâche, je dirais qu'on transforme, parce qu'on devient plus pertinent. Il y a une connaissance ou une collaboration qui est plus fine. Il y a des rapports humains qui évoluent. Et donc, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression de lâcher prise. J'ai l'impression plutôt que le rapport se transforme, évolue. Et plus on progresse, plus on rentre dans le dur, une meilleure connaissance. Donc la méthode, j'ai envie de dire, elle est diffusée, mais elle est nourrie par une connaissance de plus en plus approfondie des problématiques de l'entreprise. Ce qui permet aussi de rentrer de plus en plus dans le concret, dans le jeu des contraintes. Et donc de passer dans le dur, voilà. Le jeu des contraintes, c'est quoi, pardon ? Parce que vous l'avez déjà utilisé tout à l'heure, mais je n'ai pas demandé la précision. Typiquement, ça peut être, on n'a pas les budgets pour tout faire, on n'a pas les connaissances pour tout faire, on manque de temps pour mettre à l'échelle un projet. Il peut y avoir des contraintes réglementaires. Le jeu des contraintes peut être très varié. Et du coup, ce que vous dites, c'est qu'en fait, si on embarque les gens, les contraintes deviennent plus faciles parce qu'on innove. C'est quoi le point ? Alors, les contraintes ne vont pas devenir plus faciles, mais on va être plus pertinent dans le jeu des contraintes et savoir comment les surmonter. Ok, très bien. J'aime beaucoup quand je vous ai posé la question de la légitimité, vous m'avez pas du tout dit moi je me suis jamais sentie légitime. J'ai l'impression que vous êtes toujours sentie légitime, ce que j'aime bien, mais du coup vous êtes toujours sentie légitime. Oui. Non mais c'est bien, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez toujours légitime ? Cette question est bête parce qu'on demande toujours quel est le syndrome de l'impostrice, mais moi j'aime voir aussi les gens qui se sentent légitimes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dit ok, je suis légitime à ce poste-là, c'est ma place ? Alors c'est une bonne question. Je pense que j'ai jamais pris de poste pour lesquels je sentais que je n'étais pas capable. Je peux avoir une forme d'aversion au risque, d'une part, un sens des responsabilités, d'autre part. Pour moi, un poste de direction n'est pas un aboutissement, c'est une responsabilité avant tout. Donc, avant d'accepter un poste, je m'assure que je vais être capable. Et donc, de fait, quand je suis dedans, je me sens légitime. Non, mais c'est intéressant. Du coup, vous voyez ça d'un point de vue responsabilité et d'un point de vue responsabilité à prendre. Du coup, pas forcément un espèce de grand poste. Je vais dire grand schtroumpf, mais c'est un peu l'idée. Non, c'est pas un but en soi. C'est une responsabilité. Je pense que avant tout, c'est une responsabilité. Ok. Et qui vous plaît du coup ? Oui. Donc vous prenez des challenges, mais c'est pas une question de vous surpasser. C'est juste des challenges qui vous amusent. Enfin, qui vous plaisent. Le surpassement, c'est il y a toujours une dimension d'apprentissage dans ce qui me motive. Il y a cette dimension d'apprentissage, de connaître, de se développer. D'où le fait d'ailleurs de changer de secteur. À chaque fois, je découvre des choses nouvelles, fantastiques, des nouvelles équipes, des nouvelles contraintes. Je parle de contraintes de manière positive. Oui. Il faut des contraintes. C'est justement la contrainte qui permet de se surpasser et de grandir. Et donc, oui, on peut prendre un poste avec des responsabilités, c'est une responsabilité, mais ça n'empêche pas l'envie de continuer de grandir. Aujourd'hui, vous êtes membre de conseil d'administration depuis 2018, je crois, si je ne me trompe pas. 2016 pour Dexia. Oui. 2016 pour Dexia, 2018 pour Vinci Autoroute. Donc, ça fait un petit moment. Vous êtes passé avec la loi Copé-Zimmermann, en tout cas au même moment. Alors, est-ce que vous avez été nommé pour ça ? C'est pas mon point. Mais en tout cas, vous avez été nommé à cette époque-là. Oui.
En termes de responsabilité et de posture, ça s'est passé comment pour vous? Parce que c'est encore autre chose, le conseil d'administration. Alors, c'est encore autre chose. Effectivement, on est... j'ai envie de dire, on doit être dans le challenge constructif. Et là, je fais un parallèle entre l'activité de consultant et l'activité d'administrateur. Quand on est consultant, on est externe. On n'a pas la main sur les leviers opérationnels. Eh bien, lorsqu'on est administrateur, c'est la même chose. On décide, on donne des directions sur les recommandations de l'équipe de direction, mais on vote des décisions, mais on ne met pas en œuvre. Et donc, je vois ce parallèle entre une activité de conseil et une activité d'administrateur. Et donc, vous vous sentez pleinement à votre place là-dedans, également, j'imagine, sans aucun souci. Comment ça s'est passé, la mixité au sein des conseils d'administration? Parce que j'imagine que vous êtes la première femme Vincent Autoroute, j'imagine que c'était pas très féminin. Si, il y a... Non, mais au début... dans les deux, quand je suis rentrée, il y avait des femmes. Il y avait des femmes, ok, ça marche. Et dans les comités de direction et COMEX où vous étiez, pareil, c'était assez mixte? Alors, oui. Maintenant, aujourd'hui, et ça c'est le cas partout en France, d'ailleurs pas qu'en France, l'enjeu c'est d'avoir des femmes dans des postes de direction, non pas fonctionnels, mais réellement opérationnels. Typiquement des patrons de pays ou des patrons de région, où là c'est vraiment le plus opérationnel, parce que moi j'étais opérationnel mais de fonctionnel, et donc la bascule vers des PNL, ce qu'on appelle des PNL, des comptes de résultats, là il y a encore pas suffisamment de femmes. Quand vous étiez au COMEX, au niveau des directions, vous aviez des femmes qui étaient membres de directrices de région ou pas du tout? Votre codir à vous, il était comment? Alors, lorsque j'étais chez HSBC, il y avait une femme qui était directrice d'une région. Alors là, c'était au niveau de la France. Et au niveau de Sodexo, aujourd'hui, les directeurs de région sont des hommes. Ok. Mais au Brésil, typiquement, la directrice du Brésil est une femme. Oui, mais je veux dire, si on la nomme, c'est bien qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Si on le précise bien, c'est bien qu'il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, quand vous faisiez vos visites du Tour du Monde, vous étiez reçu comment? Les gens apprécient, parce que ce soit moi ou les autres membres de la direction de Sodexo, parce que c'est un gage d'attention. C'est une marque d'attention. Et pour les équipes sur le terrain, c'est très valorisant. Et le fait d'avoir une visite, ça leur permet aussi de montrer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est très valorisant. Du coup, je vous l'avais dit, les directeurs de région, enfin les directeurs de région, surtout des directeurs, les directeurs de pays aussi. Moi, ça m'intéresse aussi de parler sororité, si ça a du sens pour vous. De dire, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans les entreprises, que c'est quelque chose qui a du sens pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, oui, il faut qu'on s'aide entre femmes. D'autres vont dire, bah non, c'est au niveau. Enfin voilà, comment vous voyez finalement la montée des femmes dans ces postes de direction de pays ou de région? C'est un fait qu'aujourd'hui, il y a une attention qui est portée au sujet. Est-ce qu'il y a une sororité au sein des entreprises ou inter-entreprises? J'ai envie de dire les deux. Je vois de plus en plus. Est-ce que j'appelle ça une sororité? Est-ce que c'est proactif? J'en suis pas certaine. Mais de fait, il y a de plus en plus de femmes à des postes de direction. Ça se passe bien. Et donc, il y a des échanges amicaux, des affinités qui peuvent se créer. Et oui, on en voit. Vous, c'est quelque chose que vous promouvez pas forcément du coup? Enfin, c'est pas quelque chose que vous... je l'ai toujours fait de manière relativement naturelle. Typiquement chez Bain, j'avais alors on appelait ça des little sisters. C'est trop mignon. Et sur le recrutement, je faisais beaucoup de recrutement, et notamment pour les femmes, parce qu'il faut... Pour recruter une femme... les recrutements, c'était assez intéressant chez Bain. Les jeunes candidates devaient obligatoirement être interviewées par, entre autres, une femme. Ok. Voilà, ça c'était quasiment obligatoire, donc ça remonte à il y a quelques années, pour justement ne pas être biaisé et pouvoir avoir un dialogue femme-femme. Donc ça, c'était quelque chose qui était fait. Alors c'est intéressant parce que s'ils l'ont mis en place, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait un besoin, par contre. Et qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce besoin particulièrement? Alors ça remonte à il y a une vingtaine d'années, ça change rien. Mais on se rendait compte que et ça c'est une réalité, en entretien, les femmes se vendent moins. À partir du moment où elles n'ont pas 100% des compétences, elles vont dire je sais faire, mais... C'est un fait que les hommes, de manière générale, je ne veux pas avoir un discours trop binaire, ont plus de facilité à se vendre et à s'affirmer. Et donc, faire rencontrer des femmes qui vont être peut-être plus timides ou plus sur la retenue par une autre femme qui va
comprendre ça et décoder. C'était pour ces raisons-là que ce dispositif de recrutement avait été mis en place. Oui, mais du coup, c'est intéressant. On aurait pu dire que tous les hommes doivent aussi être interviewés par des femmes. Oui, mais... C'était les deux. Et c'était les deux. Ah oui, donc il y avait une obligation d'avoir une mixité dans les interviews de recrutement. Exactement. Ok. Non, mais c'était intéressant. Ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y avait un problème à l'embauche, j'imagine, s'ils ont mis ça en place. Ou des freins. C'était pour surmonter les biais cognitifs de positionnement et d'affirmation de soi. Et après, comment est-ce qu'ils ont géré l'évolution ? Parce que le plafond de verre dans le conseil est très épais. Enfin, même aujourd'hui, il reste assez épais. Il y a quelques femmes qui réussissent. Vous, notamment, vous avez réussi jusqu'à principale. Mais la patronne du bureau de Bain est une femme. Très bien. Depuis quand, du coup ? Depuis quelques années, là, maintenant. Non, mais très bien. Mais il y en a quelques-unes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-unes. Juste que le plafond est très épais. Et pouvoir discuter avec des personnes qui ont envisagé d'évoluer dans le conseil, en fait, il y en a qui m'ont dit « je veux pas » parce qu'on les femmes, en fait, c'est 2 fois plus compliqué et ça se voit. Enfin, il y a une espèce de... Enfin, j'ai certaines femmes qui m'ont dit « moi, j'adore le conseil ». Mais je vois les peu de femmes finalement qui ont réussi à aller au niveau jusqu'à associer. En fait, elles bossent 15 fois plus, elles ont plus de vie, leur vie familiale c'est une catastrophe. Enfin bref. Du coup, il y a quand même encore cette vision qui existe dans le monde du conseil, tout type de conseil confondu. Voilà. Donc je me demandais du coup chez Bain comment ils avaient pallié à ça, s'ils avaient pallié à ça, puisqu'il y a une femme qui est arrivée à la tête. Et il y a beaucoup de femmes partenaires. Hein. Bon très bien. Non mais très bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place particulièrement ou Je pense qu'il y a dû avoir, oui, typiquement ces politiques dont je parle, qui remontent à il y a 20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un équilibre totalement acceptable. Alors, au moins, moi, dans certaines sociétés de conseil que je peux voir. Bon, très bien. Donc, voilà, il y a eu des efforts qui ont été faits et je pense qu'ils portent leurs fruits. Non, mais très bien, parce que le plus gros frein en général dans le conseil, c'est évidemment la maternité en général, ce qui pose problème par rapport au retour, aux clients, etc. C'est un des plus gros freins qu'il y a eu. Allez-y, vous voulez dire quelque chose Oui, j'ai envie de dire que, curieusement, je ne vois pas la maternité comme un frein dans le conseil, où c'est plus facile dans le conseil que dans une entreprise. Par rapport moi, j'ai eu mes 3 enfants lorsque j'étais chez Bain. Et en fait, quand on revient au bureau, notre place n'a pas été prise par quelqu'un d'autre. On revient, on est force vive pour redémarrer sur une mission. Donc, on est accueilli à bras ouverts. Alors que lorsqu'on est en entreprise, on part pendant 2 mois et demi, 3 mois, enfin, ça dépend de la durée. Pendant ce temps où on n'est plus là, il faut trouver quelqu'un pour remplacer. Et puis quand on revient de congé mat, peut-être que la personne qui nous a remplacé est bien installée. Et donc il faut trouver un autre poste. Donc c'est plus difficile, j'ai envie de dire, en entreprise que dans le conseil. C'est intéressant parce que, alors d'abord, le congé mat, c'est la problématique numéro 1 de toutes les femmes en termes de plafond de verre. Je le tiens à dire, c'est pas propre au... Mais du coup, votre retour est intéressant parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté le conseil pour faire des enfants, notamment en allant en banque parce que les congés maternité sont quand même plus intéressants. Et la deuxième chose, c'est que même si le retour est bien accueilli, c'est l'adaptabilité de l'emploi du temps qui est plus compliquée dans le conseil que quand on a des postes de direction. Mais vous dites finalement, au moins, on est bien accueilli. Et... Moi, j'ai choisi, j'ai trouvé que le monde du conseil était l'environnement idéal pour avoir des enfants. Eh bien, parfait. Écoutez, vous êtes la première à me dire ça. Comme quoi, ça va peut-être te dire aux gens, bon, finalement, c'est possible. Donc très bien. Je vais aller vers ma dernière question qui est finalement, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la société et ou les organisations pour arriver à cette fameuse égalité de pouvoir ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a encore, je parle de l'équilibre vie privée, vie personnelle, et en quoi le fait d'avoir les deux et de mener les deux de front permettent d'être plus pertinent, d'avoir la prise de recul et d'être plus performant, si je peux m'exprimer ainsi, dans les deux environnements. Il reste encore, malheureusement, un regard social sur le fait qu'une femme qui réussit professionnellement, elle peut pas réussir personnellement. Ça reste encore parfois difficile de dire que non, on peut avoir une vie épanouie personnellement et épanouie professionnellement. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.